Bonjour à tous, nous commençons notre live Facebook concernant sur la question c'est quoi être sioniste. Une grande question, vous allez me dire, c'est quoi être sioniste? Et pour démarrer cette réflexion ensemble, eh bien j'ai tout simplement envie de lire ce que certains d'entre vous ont écrit sur le fil de la publication du live de ce soir. Le live de ce soir, en fait, eh bien, a été prévenu il y a quelques heures. J'ai il y a quelques heures donc posé la question, et alors une certaine partie des personnes qui écoutent, eh bien, ont réagi de la façon suivante, et je vous lis les différents commentaires. Premier commentaire de Raphaël. Raphaël nous dit être sioniste, c'est défendre notre terre et son peuple, où qu'il soit en exil. Et ensuite, donc, il continue et dit, Raphaël, si tu es là, tu peux également participer pour euh, eh bien, donner ta perception des choses plus clairement. Le sionisme, c'est défendre la terre et tout faire pour qu'elle soit repeuplée de son peuple et se battre pour qu'il puisse être sur sa terre. Et où qu'il soit pour le ramener. Et donc, en vérité, c'est la première définition donc qu'on a. Première définition donc de Raphaël. Défendre le peuple, défendre la terre et tout faire pour que ce peuple puisse continuer à vivre sur cette terre et le protéger et la protéger. Deuxième définition qu'on a, une définition de Sarah. Sarah nous dit être sioniste, c'est défendre une idée, une terre coûte que coûte. Quant au peuple, il est composé d'humains, tous différents, avec leurs qualités et leurs turpitudes, c'est plus compliqué. Donc là, on a encore une fois l'idée donc de défendre une terre, coûte que coûte. Et quant au peuple, nous dit Sarah, eh bien c'est autre chose. Sarah, si tu es là, eh bien également, je t'invite à réagir. Myriam Azoghi, vivre le projet de souveraineté du peuple juif sur sa terre ancestrale. J'ai rajouté vivre, mais le sionisme, c'est aussi sans y vivre. Défendre l'autodétermination du peuple juif sur sa terre ancestrale. Et donc là, on a une définition qui nous dit la chose suivante. Être sioniste, c'est défendre donc le projet de souveraineté du peuple juif en terre d'Israël, donc le droit au peuple à avoir un État, même si, au fond, on n'y habite pas nécessairement. Ensuite, il y a quelques commentaires qui relèvent plus du courrier du cœur, mais on est là pour ça également. Franck Lévy, le sionisme, selon Larousse, c'est relatif au sionisme. Merci Franck. Ensuite, une définition de Jérémy Haddad. Bonjour Jérémy, qui nous ramène une définition qui était celle du philosophe professeur Ishaïa Leibovitch, qui est être sioniste, eh bien, c'est en avoir ras-le-bol d'être dirigé par des non-juifs. On verra peut-être tout à l'heure c'est quoi la définition de Leibovitch d'être sionisme. Michael Amselem, quant à lui, définit l'être sioniste comme faire partie d'une renaissance d'une civilisation juive. Donc c'est pas du tout lié, en tout cas, Michael, dis-le nous plus clairement, si tu le veux, c'est pas être lié à un projet, je dirais, militaire ou militariste ou militantisme, c'est plutôt quelque chose qui relève de la culture et de faire revivre donc une culture juive en terre d'Israël. Et enfin, Josiane Pachter, bonsoir Josiane, c'est vivre sur sa terre, toute sa terre construite et habitée dans tout Eretz Israël, se défendre si on veut nous en empêcher et faire de ce pays le pays où on peut vivre pleinement son judaïsme sans aucune restriction. L'endroit où nos enfants peuvent être élevés dans l'amour de cette terre, dans le respect de notre drapeau et sous les ailes de Hachem, Am Israël Chaim. Voilà. Alors, donc une définition Josiane, qui est une définition, je dirais, nationaliste, religieuse, avec un projet politique donc de s'installer sur toute la terre d'Israël. Il y a également une dimension de défense qui est très claire et une dimension également éducative. Alors, c'est les différentes réactions que j'ai eues et j'aimerais donc faire un petit peu d'ordre dans toutes ces réactions afin d'essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui en fait, on est au 21e siècle, c'est quoi être sioniste. Est-ce que les définitions que nous ont proposé les pères fondateurs du sionisme sont encore valables? Est-ce qu'elles nous permettent de réfléchir à cette question aujourd'hui sur un mode actuel?
Je vous rappelle très rapidement le sionisme politique qui avait été celui de Theodor Herzl. Selon Theodor Herzl, qui propose ses vues dans différents écrits, mais essentiellement dans l'État juif, plutôt l'État des Juifs, eh bien, est la suivante. Le sionisme, c'est avant tout délocaliser le peuple juif de pays au sein desquels il est menacé, il est exterminé, le délocaliser et enfin, de cette façon-là, eh bien, le faire renaître dans un pays où il sera indépendant et n'aura plus besoin de demander l'accord des nations, de vivre tout simplement, de vivre, et on ne parle pas encore de projet culturel, bien que Herzl en parle énormément dans son livre, mais là l'idée de Herzl, c'est donc un sionisme politique, c'est l'idée de l'État refuge. Il faut un État pour bien récupérer les Juifs du monde entier qui se trouvent en situation de précarité existentielle, et il faut cet endroit-là pour les y amener. On sait très bien qu'Herzl aurait peut-être pu être intéressé par la proposition de l'Ouganda, parce qu'il faut un lieu, donc délocaliser le peuple juif pour le sauver. Il faut faire ça évidemment dans le respect des lois internationales, la fameuse charte de Herzl, mais d'une façon générale, donc on ne peut pas faire quelque chose sans avoir la coordination, mais d'une façon générale, l'idée de Herzl, c'était donc le sionisme politique, c'est-à-dire l'État refuge. La conception de l'État refuge est-elle aujourd'hui pertinente pour nous? Être sioniste aujourd'hui, cela veut-il dire donner le droit, ou accepter le fait que tout juif aux quatre coins du monde, eh bien, ait un lieu où il puisse s'installer pour vivre, non pas pour survivre, mais pour vivre en tant que juif. Et c'est quelque chose qui est totalement, je dirais, déconnecté du fait religieux. Nous ne sommes pas dans un discours religieux, dans un discours qui considère qu'il y a un retour en Israël après une volonté ancestrale, religieuse, spirituelle, une promesse qui a été donnée donc par la Torah, par Dieu. On est dans un esprit extrêmement, je dirais, politique, vraiment un réel politique. Donc là, l'option de Herzl, aujourd'hui prôner l'État juif comme étant l'État refuge, eh bien, est une réponse qui plaît, qui, je dirais, a du sens pour les personnes qui se trouvent encore aux quatre coins du monde en situation de précarité, en situation d'antisémitisme, ou alors venir ici serait donc peut-être pour eux une façon de se sauver, d'accord? Une façon de trouver une place meilleure au soleil. Sauf que, on sait très bien que, et je pense que beaucoup seront d'accord avec cet argument, que pour être en sécurité aujourd'hui dans le monde juif, on peut également aller vivre à New York. En tout cas, New York est encore un endroit, je dirais, assez sécurisé pour les juifs, même si certains pensent que l'Amérique, les États-Unis viennent en route de l'antisémitisme, mais en tout cas, aller vivre en tant que juif libéré, je dirais, avoir une bonne place sous le soleil, c'est également un projet qui peut être celui qu'on peut faire à New York. C'est pourquoi un autre projet sioniste était celui de Echad Ha'am, donc, qui lui, Asher Hirsch Ginsberg, qui lui avait une conception différente, qui disait que le sionisme, et être sioniste, c'est avant tout un sionisme culturel. L'idée, ce n'est pas de reconstruire New York à Jérusalem, ce n'est pas de reconstruire une civilisation occidentale uniquement dans un lieu plus sécurisé, mais c'est véritablement, non pas de sauver le peuple juif, mais de sauver la culture juive. Il ne faut pas s'intéresser uniquement à la détresse du judaïsme, mais il faut à la détresse des juifs, il faut s'intéresser à la détresse du judaïsme. Et le judaïsme en dehors de sa terre natale, en dehors d'Israël, est un judaïsme qui ne peut s'exprimer sur tous les sujets possibles et imaginables. C'est un judaïsme essentiellement rituel, cultuel, viré aux synagogues. Je vous rappelle que Echad Ha'am n'était pas religieux, il prenait un judaïsme laïque, qu'on appelle aujourd'hui un judaïsme culturel, mais pour ce Echad Ha'am, il faut avant tout constituer un centre spirituel, Archarat Alevavot, préparer les personnes, et uniquement après venir en Israël. Donc le sionisme de Echad Ha'am, c'est une volonté de faire renaître une culture juive, une civilisation juive, pour reprendre les mots donc, que Michael Amselem évoquait auparavant, et donc de cette façon-là, eh bien, réaliser un projet. Cette façon d'être sioniste aujourd'hui est-elle encore pertinente aujourd'hui? Pour ma part, j'ai l'impression qu'évidemment, on est dans un État d'Israël qui est, je dirais, viré sur un modèle occidental. Le modèle occidental est celui donc que l'on connaît, qui est donc axé autour des conceptions comment dire, d'accès à un niveau de vie assez élevé, une vie matérielle épanouie,
Évidemment, on n'a jamais eu autant de yeshivot, me direz-vous, jamais autant de renouveau du judaïsme, sans aucun doute, mais encore une fois, on ne parle pas là de conception individuelle, mais on parle d'une gestion différente de la société des Juifs. Donc une gestion différente de la société des Juifs nécessite une révision. Révision veut dire également réforme de ce que veulent dire aujourd'hui les contenus du judaïsme dans une situation moderne. Donc le être sioniste pour Echad pourrait être évidemment quelque chose d'actuel, quelque chose qui parle, et paradoxalement, Echad en tant que séculaire, non religieux, avait cette conception-là qui n'a pas toujours été partagée, peut-être même pas partagée du tout, par le monde religieux. On verra bien sûr dans pas longtemps que les options du Rav Kook, donc sionisme religieux messianique, eh bien retrouvent et reprennent, résonnent également dans la pensée de Echad Ha'am. Un livre très intéressant a été écrit en hébreu il y a quelques années sur justement les rapports entre Echad Ha'am et le Rav Kook. Une autre position sioniste, une école sioniste que vous connaissez, c'était l'école socialiste. L'école socialiste, eh bien, c'était celle qui était représentée par Borokhov, par Sirkin, et ces définitions étaient des définitions, je dirais, de type prolétarienne, marxiste, qui considéraient que être sioniste, eh bien, c'est construire un lieu, un État, au sein duquel il y aurait égalité entre les travailleurs et les patrons. En gros, un projet donc socialiste, un projet socialiste qui veut dire que le juif n'est plus Luftmensch, cette personne qui s'occupe uniquement d'idées, de débats d'idées, mais qui est également, on va dire, prise avec la réalité, qui s'installe sur le terrain, qui construit, mais qui évidemment regarde non pas vers le ciel, mais regarde à droite et à gauche vers ses camarades, qu'ils soient juifs ou non, afin de créer ici une société plus égalitaire. Inutile de dire qu'aujourd'hui en Israël, cette conception du sionisme disparaît. Elle ne reste qu'idéale. C'est-à-dire vouloir ici créer une société idéale, une société plus juste. Il ne faut pas être un grand analyste politique pour voir qu'aujourd'hui en Israël, la question droite-gauche est axée essentiellement autour du fait territorial. Est-on pour les territoires ou contre, enfin, est-on pour garder et conserver les territoires de Judée-Samarie, ou alors est-on contre les conserver? C'est essentiellement une question territoriale, mais pas du tout une question sociale, alors que le fait droite-gauche est avant tout peut-être une question d'économie et de type de gestion économique de la société. Donc en Israël, le discours social n'est pas très présent, il est prôné par certains courants d'un judaïsme, je dirais, religieux tel que le kibbutz halati, encore qu'aujourd'hui aussi, cette vague et ces idées-là, au sein même des kibbutzim, eh bien, se fatiguent. Les kibbutzim non religieux laïcs, pour leur part, qui sont en voie de grande privatisation et de grande, je dirais, capitalisation, eh bien, disparaissent et font disparaître également ces idéaux. Donc, l'idéal de justice sociale, qui est un idéal qui est au cœur de la révolution du judaïsme, un idéal qui est au cœur peut-être justement de ce sionisme socialiste, eh bien aujourd'hui disparaît. Donc être sioniste aujourd'hui, on le voit, c'est pas toujours très facile de le définir. Alors j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant dans les travaux de l'Institut Macom, au sein desquels j'avais travaillé il y a quelques années, qui considérait en fait qu'on pouvait réfléchir le sionisme aujourd'hui sous le prisme de 4 paradigmes. Et 4 paradigmes qui me paraissent assez intéressants, qui sont d'une part le paradigme de la romance, c'est-à-dire on raconte le sionisme aujourd'hui comme étant une sorte de romance, une aventure, et c'est une aventure qui raconte l'histoire d'un peuple bimillénaire qui a été installé dans une terre, qui a été exilé, et puis aujourd'hui revient sur sa terre. Un discours extrêmement romantique qui dit nous sommes aujourd'hui sur notre terre, nous y revenons, nous sommes fiers, évidemment toute une rhétorique donc du patriotisme, donc un nationalisme romantique. Et aujourd'hui, donc, être sioniste pour ce discours-là, ça veut dire conserver ce discours, je dirais, de surprise, d'étonnement, ne pas faire pacte avec la réalité, ne pas considérer qu'aujourd'hui, Israël est quelque chose qui est mouvan me'elav, qui est quelque chose qui est évident, et puis on fait avec, on compose avec, sans avoir besoin de, je dirais, réaliser encore le miracle. C'est le discours sioniste romantique. Face au sionisme romantique, au discours romantique, on a également, selon donc cette typologie de Macom, on a un autre type de discours sioniste qui est le discours tragique. Le discours tragique, c'est le discours qui dit regardez, nous avons été exterminés, nous avons été chassés, nous avons été brûlés, nous avons été gazés, et en Auschwitz, on est le paroxysme. Et aujourd'hui, le sionisme, eh bien, c'est la réponse à l'être malheureux, aux juifs toujours pourchassés,
qui aujourd'hui trouve justement sa place, sa solution, son épanouissement dans l'état des Juifs. Quelque chose qui a des consonances, comme on le voit, qui nous rappelle donc la théorie politique de l'état refuge de Herzl. Mais on a encore deux discours très intéressants sionistes qui sont d'une part le discours de la comédie. La comédie, c'est très intéressant parce que c'est le discours en fait qui nous parle d'un idéal d'une part, et d'autre part, dès lors qu'on est à l'intérieur de cet idéal, eh bien on se rend compte de la cacophonie des voix qu'on a ici et de l'incompatibilité d'entente entre différents groupes qui chacun prône un sionisme différent. Donc on a une sorte de comédie. Être sioniste aujourd'hui, c'est regarder peut-être d'en haut et encore mieux peut-être participer de l'intérieur à une sorte de comédie des Juifs, une guerre des Juifs sur un mode de comédie, où l'un dit non, le sionisme, c'est l'aboutissement de la promesse divine de retour des Juifs en terre d'Israël, c'est la Géoula, c'est la rédemption. Et d'autre part, un autre qui vient, qui dirait, on va dire un lapide, qui vient et qui va dire, mais pas du tout le sionisme, c'est un projet avant tout, je dirais, territorial, social, qui est là pour définir un juif nouveau, un juif de type nouveau, qui n'est pas nécessairement lié à la religion, qui n'a pas justement confiance en Dieu parce que Dieu ne l'a pas sauvé pendant 2000 ans, mais enfin les hommes sont venus, ont pris les armes, ont développé quelque chose de nouveau, et c'est à ça qu'il faut croire. Ce n'est pas Dieu qui nous a libérés, ce sont les hommes. Et nous on regarde cela et on se dit tiens, étrange comédie que des Juifs qui coopèrent et qui coordonnent leurs actions sur pas mal de sujets, et bien se retrouvent justement à définir l'être sioniste, non pas l'être juif, sur un mode de comédie. Ou enfin encore, le quatrième discours paradigme de l'être sioniste, c'est en fait l'ironie. Et l'ironie, ça serait quoi? Eh bien, ça serait le discours ironique qui tend à dire, regardez, eh bien, l'état des Juifs, c'est bien beau, c'est bien sympathique, on a réussi à créer un état, mais au fond, cet état-là, eh bien, c'est un état qui, et pour Herzl déjà, aurait eu pour modèle un modèle occidental. Je vous rappelle que Herzl considérait que la langue pourrait être l'allemand et que le modèle qui était peut-être prôné pour l'État juif était un modèle, on va dire somme toute assez allemand, pas trop biblique. Et donc c'est une ironie de voir qu'aujourd'hui peut-être, eh bien être sioniste, eh bien revient à regarder ce pays et se dit tiens, on a quand même dans ce pays des composantes un peu occidentales, des composantes qui nous rappellent de près ou de loin, évidemment, donc les discours d'il y a 150 ans. Alors, tous ces discours, à mes yeux, sont valables. Parce qu'être sioniste, en fait, c'est un peu tout ça en même temps. Être sioniste, quelque part, c'est regarder une réalité surprenante, je dirais même sans hésiter, miraculeuse, et puis se dire, tiens, qu'est-ce que l'on attend de ce phénomène? Mais attendre quelque chose d'un phénomène, évidemment, c'est également le supporter. Et c'est pour ça que, pour revenir aux définitions qui avaient été données par Myriam Azoghi, donc dans le fil auparavant, eh bien, la question être sioniste équivaut-il à habiter en Israël est une question très intéressante parce que, pour ne prendre que le cas des États-Unis, nous avons aux États-Unis des personnes dont le métier est d'être un lobbyiste et de supporter l'État d'Israël et d'influencer les politiciens afin de prendre des décisions qui sont favorables à l'État d'Israël. Donc une personne qui est investie professionnellement, je dirais même qui a reçu une formation professionnelle pour influencer pour le bien de l'État d'Israël, eh bien, même s'il n'habite pas en Israël, on peut évidemment pas lui retirer je dirais le tohar, c'est-à-dire le qualificatif d'être sioniste. C'était un peu l'option qu'avait prôné Aleph Bet Yehoshua il y a quelques années dans un article qu'il avait publié dans le journal Haaretz où il disait être sioniste évidemment ne signifie pas nécessairement habiter en terre d'Israël. Alors, et là, on arrive évidemment à une sorte je dirais non pas paradoxe, parce que la vie des Juifs ou la vie d'un homme, de façon générale, est très riche, mais être sioniste, donc supporter le droit à l'existence d'un État juif, ça c'est la base, d'accord. Considérer que les Juifs ont le droit également à un État comme tout autre peuple, donc évidemment que les Juifs sont un peuple et qu'ils ne sont pas uniquement une religion. Donc ça, c'est l'aspect fondamental. Deuxième dimension, c'est considérer que cet État, eh bien, doit être un État viable. Et donc, c'est se battre pour sa survie. Se battre pour la survie de l'État juif, eh bien, peut également paraître d'une façon paradoxale chez différents groupes. Des groupes qui seraient pour un discours stratégique de survie qui est le discours de droite. Être sioniste, c'est justement prendre position sur le terrain
c'est opter pour un grand Israël, attention, hein, dont on parle aujourd'hui, on n'est pas en train de partir en Syrie ni en Jordanie, mais opter donc pour une habitation dans toute la terre d'Israël aujourd'hui, Judée-Samarie comprise, et annexer les territoires. Et d'autre part, et c'est un discours légitime parce que c'est un discours de stratégie pour assurer la viabilité de l'État juif, eh bien, il faut faire ces actions-là. Sur cela, on va également, je dirais, greffer des idées qui sont des idées bibliques, des idées, je dirais, oui, bibliques ou même messianiques, parce que la Torah a considéré que la terre d'Israël, eh bien, c'est tout cet espace-là, et pas seulement une partie, mais en tout cas, vous voyez bien que pour que l'État d'Israël soit viable, selon une certaine stratégie, eh bien, il faut une installation massive sur tout le territoire. Mais pour d'autres, le discours sera stratégiquement différent. Afin que l'État d'Israël soit viable, eh bien, il faut au contraire arriver rapidement à une paix avec nos voisins palestiniens, instaurer un État palestinien et donc ne pas prendre position. Mais vous voyez que là, les deux positions, c'est un peu trivial ce que je dis, mais aux yeux de pas mal de personnes, ça paraît assez pas clair. Les deux positions de droite et de gauche, politiquement, pour ou contre territoire, eh bien, quelque part, sont uniquement donc des stratégies qui concourent les deux à la même vision qui est assurer la viabilité de l'État juif. Donc pour cela, c'est déjà intéressant. Donc premier niveau, c'est donc reconnaître le droit à une souveraineté juive en terre d'Israël. Deuxième point, eh bien contribuer à la viabilité de cet État. Troisième niveau, eh bien c'est, et là on rentre encore une fois dans ce que j'ai appelé la comédie, eh bien c'est réfléchir l'identité de l'État juif, parce que l'identité de l'État juif n'est pas quelque chose qui se crée de soi. Une identité n'est jamais, ne tombe jamais du ciel. Elle est le fait de partisans, d'acteurs, de personnes qui ont des visions. Et là encore, on a des acteurs qui ont des visions, qui sont des visions plus religieuses. L'aboutissement est d'arriver à une Géoula. Et donc, il faut déjà travailler un retour à la Torah et aux valeurs du judaïsme chez tout le peuple. Et d'autres diront, au contraire, pour développer ce judaïsme-là, identité nationale de l'État d'Israël, eh bien, il faut une composante traditionnaliste, évidemment, parce que c'est la culture du judaïsme, mais il ne faut pas que cette culture du judaïsme soit figée, soit cristallisée autour de la Torah et de la pratique des commandements. Au contraire, ce serait en fait régresser. Et pour cela, eh bien, être sioniste, c'est se rappeler des valeurs fondamentales du judaïsme qui sont à dire essentiellement dans un registre universel, les grandes valeurs du judaïsme, et enfin d'arriver à instaurer ici, je dirais, un État où la culture est une culture juive, c'est-à-dire tout le monde connaît le sens de Shabbat, même si tout le monde ne fait pas Shabbat, mais le Shabbat eh bien, est connu, tout le monde sait quand Yom Kippour arrive, tout le monde connaît le calendrier juif, eh bien, dans ce sens-là, on a ici une société qui serait une société juive, sans pour autant être une société pratiquante. Donc, ça serait arrivé au niveau du troisième niveau à instaurer donc une société juive. Vous voyez que même sur ce point-là, on a énormément de discussions, puisque pour certains, ça voudrait dire laissez-nous tranquilles le jour du Shabbat. Notre Shabbat à nous, c'est de sortir, d'aller à la plage et de faire des courses, parce que c'est le jour du Shabbat pour nous, d'aller voir papy, mamie, d'aller passer un bon moment en famille, alors que pour d'autres, eh bien, cette identité juive de l'État d'Israël serait bien évidemment essentiellement, donc, je dirais, rituel et calqué sur les modes d'application des commandements. Donc ça, c'est le troisième niveau. Alors, je ne crois pas être contre ces dimensions-là, c'est d'une certaine partie, d'une certaine façon, je dirais, s'opposer au sionisme. Alors, pourquoi? Je vous rappelle tout d'abord que la façon de comprendre le sionisme d'une façon élémentaire, eh bien, n'était pas toujours évidente au sein des nations. Je vous rappelle qu'en 1975, l'ONU avait quand même voté la résolution qui considérait que le sionisme était du racisme, puisque c'était basé sur un favoritisme d'intégration, le droit au retour, c'est-à-dire qu'uniquement quelqu'un qui est juif, eh bien, a le droit de devenir citoyen d'un État, quelque chose qui est, pour certains, considéré comme une aberration, comme un fait antidémocratique. On a pas mal de pays dans le monde pour qui la politique d'intégration et de nationalisation est basée sur des critères ethniques. Donc on n'est pas les seuls, c'est vrai. Mais en tout cas, le sionisme avait été considéré par l'ONU comme étant une forme de racisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de cette déclaration, eh bien, comme toute accusation, eh bien, elle éveille une grande créativité afin de revoir en fait nos fondamentaux. Et là, le judaïsme, enfin, les juifs aux quatre coins du monde ont eu besoin de réfléchir de nouveau. Eh bien, le sionisme, dans sa version,
je dirais pur et dur, le sionisme est-il effectivement une forme de racisme? Le sionisme qui considère que les juifs doivent vivre sur la terre d'Israël et c'est eux uniquement qui seront éligibles pour la citoyenneté, il y a quelque chose ici qui ne va pas toujours avec un modèle multiculturel, un modèle qui met de côté les différences religieuses et les différences ethniques. Et donc, quelque part, cette réflexion avait mené quelque chose qui, pour moi, est très, très, très sympathique, c'est-à-dire les différentes réactions à l'antisionisme. Et je crois que un des acteurs était le fameux Nathan Sharansky, qui avait proposé ce qu'il avait appelé le test des 3D. Hein, le test des 3D, c'était en fait une façon de définir un discours comme étant antisioniste ou alors comme étant antisémite. Et c'est un débat qui n'arrête pas d'avoir lieu, évidemment. Et les 3D de Sharansky, eh bien, étaient très intéressants puisqu'il dit dans tout discours, afin de définir si c'est un discours antisioniste ou un discours antisémite, il faut vérifier 3 critères. Premier critère, eh bien, c'est le critère de la diabolisation. Dès lors qu'il y a un discours qui diabolise l'État d'Israël ou l'action israélienne, eh bien, on est en terrain antisémite et pas en terrain antisioniste. Lorsqu'on parle, les Juifs ont toujours été diabolisés pendant des siècles. C'est les Juifs qui ont fait les crimes rituels, ce sont les Juifs qui ont amené les épidémies dans le monde. Donc, dès lors qu'il y a un discours qui diabolise Israël en disant Israël est un État qui gaze les Palestiniens, Israël est un État où on a c'est une prison à ciel ouvert, Israël est un État où les soldats violent les Palestiniennes, eh bien ça n'est pas un discours légitime pour Sharansky, parce qu'il y a de la diabolisation. D'accord? Donc, comparer Israël les territoires à des camps nazis, les soldats israéliens à des nazis, tout ça, c'est donc de l'antisémitisme. Évidemment, c'est pas de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme qui va ensuite résulter sur de l'antisémitisme. Le deuxième D de Sharansky, c'est le double standard. Double standard, ça veut dire n'essayez pas d'appliquer à Israël des doubles standards, ce que vous n'appliquerez pas à d'autres pays. Parce que il y a dans la volonté, je dirais, de certaines personnes de dire, voyez, Israël viole les droits de l'homme. Voyez, Israël n'écoute pas les résolutions de l'ONU. Oui, sauf que ça, c'est une accusation intéressante. Encore faudrait-il qu'elle soit fondée, mais pourquoi pas, on peut la vérifier. Rien n'est. Mais il faut aussi, évidemment, ensuite porter un doigt accusateur, s'il est besoin, sur d'autres pays. Mais dès lors qu'il y a une accusation qui est portée uniquement, exclusivement envers Israël, le double standard, on n'est plus dans un discours d'antisionisme qui pourrait être certaines fois un discours de critique d'Israël ou critique de politique israélienne. On est dans un discours qui est un discours d'antisémitisme. Et enfin, le troisième D, eh ben, c'est le D de la délégitimation, c'est-à-dire en fait, le peuple juif n'est pas un peuple, c'est qu'une religion, ils n'ont pas le droit à un État, parce qu'au fond, depuis quand une religion a le droit à un État? Ça, ce sont des discours également donc qui font partie de l'antisémitisme et pas de l'antisionisme. Donc, on peut pas, je dirais, il est difficile de définir quelque chose sans passer par son contraire. Donc, si l'on veut aujourd'hui définir c'est quoi l'être sioniste, bien évidemment, il faut considérer c'est quoi l'être antisioniste. L'être antisioniste, c'est celui donc qui va voir Israël sous un angle de diabolisation, qui va appliquer des doubles standards et également donc qui va opérer une délégitimation du fait Israël. Donc être sioniste, c'est avant tout donc, je dirais, le contre-pied de ces 3 données, c'est donc considérer donc Israël comme un fait normal. Et il ne faut pas oublier que la pensée sioniste en fait était réellement une pensée de la normalisation. Il ne peut pas y avoir de sionisme sans normalisation du peuple juif. Ça veut dire prendre part à ce qui se fait sur la scène internationale. Donc la volonté de se retirer de la scène internationale en disant nous avons nos valeurs, nous avons notre Torah et nous foutons de ce que diront les nations, eh bien ce n'est pas dans l'optique des penseurs premiers du sionisme. Et aujourd'hui également, Israël comme État, je dirais internationalement reconnu, ne peut se passer des critiques même et des remarques et de ce qui se passe sur la scène internationale, pour ne prendre que la question des extraditions. Imaginez-vous qu'Israël eh bien, ne joue pas le jeu de l'extradition, grand sujet, eh bien, on aurait un petit problème. Donc, quelque part, on a ces 3 discours, d'accord, ces 3 éléments, ces 3 niveaux de ce que veut dire aujourd'hui être sioniste, et j'aimerais y rajouter encore 2 niveaux. Les niveaux, donc, qui, eux, je dirais, s'apparentent aux conceptions qui sont les conceptions religieuses. Pour le monde du sionisme religieux, être sioniste, eh bien, c'est avant tout avoir un œil sur ce phénomène de retour à Israël, la rhétorique et la rhétorique du retour,
donc avoir un œil sur le retour en Israël et considérer que ce retour est en fait la réalisation des prophéties et donc le début de la fin. Donc c'est un discours qui considère qu'aujourd'hui, être sioniste, eh bien, c'est pas uniquement assurer la sécurité, développer une certaine identité, mais c'est véritablement œuvrer, d'accord, en vue de d'un moment, d'un point oméga qui serait donc la délivrance d'Israël, Geulat Israël, donc la fameuse théorie qui avait été énormément développée par le Rav Kook. Entre parenthèses soit dit, le Rav Kook, comme rabbin sioniste religieux, n'était pas le seul. On avait beaucoup de rabbins qui prenaient le sionisme religieux, essentiellement les pères créateurs, fondateurs du sionisme religieux, qui n'avaient pas de conception spécialement messianique. Je pense au Rav Reines, par exemple, qui avait une version herzélienne du sionisme. Être sioniste, ça veut dire sauver le peuple juif qui soit aux quatre coins du monde, parce qu'il y a une mitzvah de sauver le peuple juif. C'est un peu également l'option de Chabad. Il faut aider le peuple juif où qu'il soit, mais qui est une option anti-sioniste. Alors, être sioniste, on l'avait dit, c'est pour le monde sioniste religieux, donc voir ce phénomène comme étant un phénomène qui avance vers la délivrance. Et évidemment, comme dans toute idéologie, on a certaines fois des bémols, et un bémol qui certaines fois est à reconsidérer, parce que si on voit que le projet n'avance pas toujours dans le sens que l'on souhaite, eh bien on imagine que le projet peut être mauvais. C'était un peu le problème qu'on avait eu lors du démantèlement de la bande de Gaza, où des personnes ont dit, ben si c'est ainsi, on n'est donc pas dans une démarche de Géoula, mais au contraire, on s'est trompé, il faut donc repartir dans l'option orthodoxe, ultra-orthodoxe du sionisme, qui était une option, on va dire, de refus. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que dans une optique extrêmement contemporaine, alors que le monde ultra-orthodoxe avait rejeté le sionisme politique et uniquement adhéré à l'idée d'une mitzvah d'habitant en terre d'Israël, mais qui n'avait rien à voir avec le politique. Donc le monde ultra-orthodoxe n'est pas sioniste dans le sens où il faut supporter un État et voir dans cet État, encore moins celui religieux, et voir dans cet État l'émanation d'une volonté divine. Et bien ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui le monde orthodoxe, eh bien, pour une grande partie, eh bien, a quelque part, je dirais, accepté le fait Israël, reconnaît le fait Israël, mais pas simplement, également considère l'action des soldats et le miracle d'Israël comme étant quelque chose d'extrêmement important. Vous verrez uniquement sur des sites francophones comme Torah Box, par exemple, qui représente donc le monde orthodoxe haredi, originellement antisioniste, et bien considérant qu'aujourd'hui, le jour du Yom Ha'atzmaut, eh bien, est un jour où il faut louer Dieu, et la question est de savoir, faut-il, oui ou non, lire le Hallel, la prière donc de reconnaissance et de louange avec une bénédiction ou sans bénédiction, quelque part, ça devient une sorte de débat interne, mais qui aujourd'hui serait capable, on va dire, de rejeter l'idée et le fait Israël. Et donc, vous voyez, on a en fait, aujourd'hui, si on essaie de réfléchir à cette idée, c'est quoi être sioniste? Ben, je dirais que être sioniste, c'est pas simple. De la même façon qu'être sioniste, c'est quelque chose qu'être juif, c'est quelque chose qui demande énormément de réflexion. Et bien, être sioniste aujourd'hui, c'est réfléchir à un projet. Un projet, à mon avis, qui ne peut pas être exclusif. C'est-à-dire accepter qu'il y a différents projets pour le sionisme et pour l'être sioniste aujourd'hui, accepter que tous les projets, aussi paradoxaux et contradictoires que cela puisse paraître, en effet, il y a une vision humaniste, universaliste de l'État d'Israël chez certains, et chez d'autres une vision plus serrée, plus juive et plus judéo-centrée, eh bien, que les deux conceptions sont des conceptions légitimes au sein du peuple juif. Chacun travaille à sa conception, mais qu'au fond, il y a ici peut-être, même si à l'œil nu on ne les voit pas, une certaine complémentarité. Alors, pour dire à Nourit, évidemment, Nourit, même ceux qui ne sont pas sionistes peuvent suivre ce cours, mais peuvent également proposer leur définition du sionisme, qui, et c'est sur ça que je finirai, qui est un mot qui est extrêmement intéressant, parce que le mot sionisme, eh bien, est un terme qui est apparu uniquement à la fin du 19e siècle, on ne le connaissait pas auparavant. Dire que Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit le Kuzari, qui est donc un chant, un hymne à la terre d'Israël, eh bien, était sioniste, c'est de l'anachronisme. Le sionisme, c'est un fait politique. C'est le fait de vouloir établir un État, et un État qui soit un État comme tous les autres États, sur la terre d'Israël, qui va gérer l'État. Ensuite, au-delà des conceptions, comment doit être cet État-là, eh bien, c'est avant tout un fait politique. Je vous rappelle que le monde de Neturei Karta, qui refuse le sionisme, qui sont anti-sionistes, eh bien, ne se suffirait même pas d'un État entièrement gouverné par la Torah, avec des ministres et des premiers ministres qui soient tous rabbins, parce que pour eux, c'est le fait politique même qui pose problème. Et donc, ce fait politique-là, on ne peut pas le mettre de côté. C'est la politique qui, aujourd'hui, devient une sorte je dirais, de clé de compréhension
au sein du monde juif pour savoir qui est pour, qui est contre. Un autre phénomène intéressant, c'est que les mouvements, par exemple, progressistes, essentiellement le mouvement libéral aux États-Unis, eh bien, a commencé sa route en étant un mouvement anti-sioniste, qui considérait que le sionisme était un projet qui allait, eh bien, marginaliser le juif au bout du monde là-bas, mais qu'il n'y avait pas d'intérêt de se retrouver uniquement sur cette terre. C'était un rêve ancestral, c'est-à-dire c'était une nostalgie d'un passé, mais qui n'avait pas du tout de concrétisation pour le futur. Ce même mouvement libéral, eh bien, aujourd'hui, se retrouve être un des plus grands donateurs à Israël d'aujourd'hui. Donc, quelque part, être sioniste, eh bien, ne signifie pas, un, nécessairement habiter en Israël, deux, avoir une conception bien concrète et bien claire de ce que veut dire être juif et qu'est-ce que veut dire l'histoire juive. Et j'aimerais bien également finir sur la touche également du sionisme non juif. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a aux quatre coins du monde beaucoup de personnes qui supportent le sionisme et qui ne sont pas juifs, et pour lesquels le sionisme est porteur d'espoir. Alors pour certains, c'est porteur d'espoir parce qu'il y a ici un conflit avec la population arabe, avec l'islam, et quelque part, la gestion du conflit pourrait être, je dirais, importante, cruciale, capitale pour le reste du monde. Donc c'est également à dire en termes de guerre des civilisations, mais il y a également quand même ce sionisme, eh bien un sionisme chrétien. D'une part, ceux qui considèrent que uniquement si les Juifs arrivent en Israël, alors Jésus pourra se dévoiler. Donc un sionisme, je dirais, extrêmement intéressé. Mais il y a un sionisme chrétien qui est celui de l'admiration d'un peuple qui revient sur sa terre et qui crée quelque chose, même si ce peuple-là, eh bien, est en pleine ébullition, est en pleine effervescence, afin de concrétiser, de définir quelles sont les modalités de l'être sioniste. Eh bien, quand même, on est admiratif de cette dimension. Donc, pour répondre, je dirais en une phrase à la question que j'ai posée, c'est quoi être sioniste? Eh bien, je dirais qu'être sioniste, c'est avant tout accepter les paradoxes, c'est accepter les contradictions, c'est accepter les discussions et les controverses qui sont celles qui sont au sein du peuple, en terre d'Israël, en dehors d'Israël, mais également celles qui sont en dehors d'Israël et en dehors du peuple d'Israël. Et donc, quelque part, être sioniste, c'est observer un phénomène assez incroyable où différentes valeurs du judaïsme, pour certains plus authentiques, pour d'autres moins authentiques, eh bien, se confrontent. Et être sioniste, eh bien, c'est peut-être regarder face à nous, de l'intérieur ou de l'extérieur, eh bien, une nouvelle page de l'histoire juive, sans aucun doute, qui est celle qui rentre dans une phase nouvelle de son vécu, de son histoire, et qui considère qu'aujourd'hui, au fond, l'histoire juive a opéré un changement radical qui est justement organisé autour d'un fait territorial, d'un fait politique, qui est celui d'Israël. Voilà, messieurs, dames, c'était mon essai de définition de l'être sioniste pour aujourd'hui, et je le définis donc, cet être sioniste, le 26 avril 2020. Allons savoir ce qu'il sera demain. Je vous souhaite une bonne soirée et un Yom Ha'atzmaut Sameach.